Alors, bonjour Bernard. Bonjour. Merci à toi d'être présent pour cette interview pour le collectif Vent debout. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter pour savoir un petit peu qui tu es? Alors, je suis Bernard Bril, je suis président de l'association Goéland. Goéland, c'est un acronyme qui signifie Groupe d'observation et d'études des lieux anthropiques et naturels proches de Dunkerque. Mais ça donne le nom d'un oiseau qui est pas forcément bien vu par la municipalité, par exemple. Donc D'accord. c'est un petit peu un Alors, clin d'œil en même temps. et pourquoi est-ce qu'il n'est pas bien vu justement Ah, cet bon, oiseau? parce qu'il paraît qu'il fait du bruit, il paraît qu'il fait caca sur les voitures, enfin bon, D'accord. voilà. Oui, Alors il y a que quelques- pour moi, c'est un symbole quand même de la mer, du port, et que, bon, voilà quoi. Et que s'il niche en ville, c'est parce qu'il ne peut plus nicher ailleurs. Mais bon, ça c'est un autre problème, ça sort un petit peu du sujet. Alors, Goéland, c'est une association uniquement naturaliste, hein, donc on ne prend position que sur des questions concernant la biodiversité. Mais même si parfois, bien sûr, ça entraîne de se positionner un peu sur autre chose. Oui, parce qu'on est ici pour parler du projet des éoliennes en mer de Dunkerque. Et justement, la première question qu'on pourrait se poser, c'est comment tu as appris, toi, la configuration du projet des éoliennes en mer de Dunkerque? Oh bah, le projet des éoliennes en mer de Dunkerque, ça faisait 20 ans qu'on en parlait, hein. C'était donc pas vraiment une surprise quand on l'a su, hein. Et tu l'as appris comment? Via ton association, par les médias, ou Euh, tu te souviens plus très bien? bon, je sais plus très bien parce que ça fait quand même déjà. Ça fait 20 ans, ça date un peu, oui. Bah, il y a 20 ans, après Dunkerque avait été plus ou moins choisi, après on a essayé d'aller ailleurs, on est revenu, enfin ça. C'est donc, bon, je ne sais plus vraiment comment j'ai appris que la décision était vraiment, que le site avait été choisi par l'État pratiquement sans consultation pour le faire à Dunkerque. Est-ce que tu as assisté aux premières réunions qui ont lieu en 2016 au CNSA? Alors, les réunions qui ont eu lieu en 2016, je ne me souviens plus, je ne pense pas avoir assisté. Sans doute parce qu'elles étaient très confidentielles et qu'il y avait pratiquement personne qui était au courant. Sinon, j'y serais certainement allé, hein. Donc, on prend des fois par excuse, ah ben, vous n'avez rien dit en 2016, oui, mais bon, il aurait peut-être fallu savoir quand même. Bon, voilà. Donc, tu as du coup appris des réunions de débat public qui étaient mises en place en 2020. Ah oui, bah ça, le débat public, par contre, ça, je peux pas dire, les responsables du débat public m'ont contacté tout de suite, on a pris rendez-vous, enfin ça, là, de ce côté-là, ça s'est tout de suite, engagé, ça, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. D'accord, donc c'était d'abord les organisateurs du débat public qui t'ont contacté. Oui. Est-ce que ensuite les promoteurs t'ont contacté pour des observations? Alors, déjà, dans la période où le site avait été choisi, mais bien avant qu'on sache lequel serait l'opérateur, il y a eu 2 années où, à peu près, je ne sais plus très bien, mais à peu près 2 années, où on avait choisi Dunkerque, mais on ne savait pas qui est-ce qui allait mener le projet. Là, les associations naturalistes, et donc Goéland aussi, ont été contactées par de très nombreuses, par à peu près tous les candidats, et très peu par celui qui a fini par être choisi. D'ailleurs, Je me souviens, puisqu'à l'époque j'étais président du club de kite, on avait aussi été contacté par les prétendants au projet, hein. Il y avait quelques étrangers, je ne sais pas s'il y avait des Français, je ne me souviens plus, mais... je me souviens surtout des Belges et des Voilà. propositions Je me souviens des Belges aussi. qu'ils avaient fait. Ils nous avaient même amené visiter les éoliennes qui se trouvent au large d'Ostende, enfin à la frontière, là-bas, à la frontière des Pays-Bas. Donc, et ils avaient déjà des propositions à faire, etc. Je me souviens qu'il y avait même Engie qui s'était présenté et que le jour où on avait décidé que c'était EDF qui allait prendre le marché, tout le monde avait été surpris parce qu'ils n'étaient pas venus justement à ces réunions de préparation. On a été effectivement un peu, Tout le monde était un petit peu un peu surpris. dubitatif sur les raisons du choix. Oui. Donc du coup, après, les promoteurs EDF t'ont contacté pour avoir des informations ou c'était Ah, plutôt... pour avoir des informations, non. Il y a eu une réunion, ça je me souviens, la première réunion, une fois qu'ils avaient été choisis, elle s'est faite au début de l'automne, vers septembre-octobre, quelque chose comme ça, et ils ont été très virulents, très désagréables, du genre, bon, on sait tout, vous n'avez rien à dire, de toute façon, on s'est déjà plié, etc.
Ils ont pris un petit peu de haut, quoi. Voilà, ils l'ont pris de très haut. Par la suite, ils ont quand même dû changer un petit peu leur attitude, mais au départ, ils l'ont pris de très très haut. D'accord. Et par rapport à ce projet qui se trouve au cœur d'une zone Natura 2000, est-ce que toi, tu peux nous parler un petit peu de cette zone Natura 2000? Est-ce que tu as déjà fait des observations? Alors, j'ai participé à avec d'autres associations, comme l'association Le Clipon, par exemple. Hein, on a participé effectivement aux études concernant cette zone Natura 2000 qui a essentiellement été choisie parce que c'est sur un axe de migration majeur et aussi parce que le fond est constitué de dunes hydrauliques qui sont un milieu géomorphologique qui n'est pas fréquent en mer du Nord ou dans la Manche. Tu as participé à l'élaboration de... Donc j'ai participé à l'élaboration du site de Natura 2000. Alors c'est parce que l'association Goéland faisait des observations régulières qui vous permettaient d'avoir des informations? Alors oui, on avait des informations. Bon, déjà, de toute façon, au niveau des données, on a énormément d'informations. Il y a quand même à peu près 40 années de suivi, notamment depuis la jetée du Clipon à la plage, mais aussi depuis Malo-les-Bains, et bien sûr, il y en a aussi au Cap-Griné depuis encore beaucoup plus longtemps, qui donnent des informations qui montrent de façon irréfutable que c'est vraiment un axe de migration absolument majeur. Je pourrais en reparler peut-être tout à l'heure. Et la particularité de l'association Goéland, c'est qu'en plus, on a fait des sorties pour voir la migration en ferry entre Dunkerque et Douvres, donc qui permettait de voir ce qu'il y avait au large. Bon, bien sûr, ce n'est pas sur la zone où seront implantées les éoliennes, mais c'est quand même, ça montre que justement, il n'y a pas que du passage à la côte, il y a aussi du passage au large, pas forcément les mêmes jours qu'à la côte, etc. Alors Jean-Pierre L'Enfant, la dernière fois qu'on a pu l'interviewer, nous disait que la première fois qu'il était sorti en mer, il était très surpris de voir de nombreux oiseaux comme des rouges-gorges, des hiboux, des chouettes, etc. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des observations que toi tu as pu faire, parce qu'il disait que tu aurais certainement plus d'informations que lui par rapport à toutes les sorties que toi tu as pu faire en mer et puis les observations que Alors tu as pu on a avoir. fait, je sais plus, ça j'ai oublié de regarder, je crois que ça doit être au moins une 50aine de sorties entre 2014 et 2020. Ça s'est arrêté Enfin, il y avait eu déjà des périodes où ça avait été difficile, voire impossible, parce qu'il y avait eu des grèves, des choses comme ça. Et à partir de 2020, ça s'est arrêté à cause de la pandémie. Ça n'a pas repris parce qu'avec le Brexit, le ferry, il y avait autre chose à faire. Et là, j'ai redemandé il y a une bonne semaine, j'ai toujours pas eu de réponse, donc j'aimerais bien pouvoir recommencer, mais apparemment, ça serait de toute façon certainement plus difficile qu'avant, ça c'est sûr. Et pendant le débat public, l'association Le Clipon nous avait parlé de passage d'à peu près au minimum 85 millions d'oiseaux par an. Est-ce que toi, tu es dans cet ordre d'idée-là? Est-ce que tu penses que c'est plus ou Alors, c'est quand même extrêmement... on sait qu'il passe des oiseaux, mais on n'est pas assez nombreux pour être là, et puis bon, ça serait parfois un peu lassant, on n'est pas là en permanence. Et surtout, il y a une bonne partie de la migration qui passe la nuit, et là on ne sait rien, et beaucoup d'oiseaux qui passent au large, on le sait quand on fait des sorties de ferry, mais c'était un aller-retour à peu près tous les 15 jours quand on le faisait. Ça reste, c'était difficile d'en faire plus de toute façon. Déjà il faut suivre, il faut noter les données, etc. Donc, puis on ne fait pas que cela non plus. Donc ça reste quand même insuffisant pour avoir une idée très précise du nombre d'oiseaux qui peut passer. Mais c'est certainement des millions d'oiseaux. Ça c'est évident. Combien, c'est très très difficile à estimer. C'est un peu ce que nous disait Jean-Pierre, il était très difficile d'avoir une estimation précise, puisque les fois où il y a des observations, c'est finalement pas tant que ça, dans la mesure où c'est des sorties en bateau, mais on ne peut pas être tous les jours sur place. Et puis les sorties en bateau doivent être prévues quelques jours à l'avance, donc forcément, ça paraît logique. Donc on ne sait pas exactement le temps qu'il fera ce jour-là, et la migration dépend énormément du temps, avec des surprises. Il y a des jours où on pense que ça va être un très gros passage et il passe presque rien, et d'autres jours où on dit on va y aller, mais... Ouais. Et où c'est un super passage, ça ne s'est encore pas produit récemment. Donc c'est très 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 difficile d'estimer
Bon, pour certains oiseaux comme les bernaches par exemple, on estime qu'il y a à peu près 130 000 bernaches cravants, ce sont des sortes de petites oies qui nichent très très loin en Sibérie et qui vont hiverner surtout sur la côte atlantique de la France. Et on estime qu'il y en a 130 000. Mais les journées de très gros passage, ça y a dit, je crois que l'une des plus grosses journées, c'était 17 000 dans la journée. Dans la journée. Mais elle passe la nuit aussi. Ah, c'est ça. Mais malgré tout, je l'ai fait sur 2-3 années. Il y a au moins autant d'oiseaux qui passent les journées où il n'y a pas de gros passage, c'est-à-dire où ils passent une bande toutes les heures, mais au total, ça fait autant que les journées où il en passe des milliers pratiquement tout le temps. Donc c'est très très compliqué de savoir, puis je reviendrai là-dessus tout à l'heure au niveau des mesures certainement, etc. Alors, on y arrive justement par rapport à la configuration du projet des éoliennes en mer de Dunkerque. Quel a été ton premier sentiment quand tu as découvert la configuration du projet à cet endroit-là? Qu'est-ce que tu en as pensé? De toute façon, la configuration du projet n'a pas vraiment une très grande importance. C'est un couloir, c'est un des plus grands couloirs migratoires d'Europe. De toute façon, il y a des éoliennes, quelles qu'elles soient, grandes, petites, nombreuses, moins nombreuses, hautes, moins hautes. C'est un endroit où il ne devrait de toute façon pas y avoir d'éoliennes installées. Donc après, la configuration du projet, ça ne changera vraiment pas grand-chose au problème. Donc le problème qui est plutôt le plus important pour toi, c'est le fait qu'on mette des éoliennes dans une zone d'un couloir migratoire. Voilà, alors je vois bien que c'est uniquement à cause de la migration. Toutes les autres considérations, bon, sinon on mettrait l'éolienne nulle part. Mais là, on a vraiment, par rapport au reste de l'Europe, entre justement Dunkerque, la frontière et puis le Cap Griné, c'est vraiment, il suffit de regarder la côte, on a une concentration de tous les flux, ceux qui longent la côte est de la Grande-Bretagne, ceux qui longent, qui passent de la Norvège, Danemark, etc. Tous ceux qui passent au travers, et donc tout ça se regroupe, se rassemble, pas ici, pour se concentrer au Cap Griné. Et très vite après, comme les côtes là s'écartent après à angle droit, ça se disperse beaucoup plus vite après le Cap Griné. C'est ce qu'on m'avait dit, c'est que c'était un peu l'entonnoir de la migration. C'est un entonnoir de migration. Avec en plus, non seulement il y a ce flux qui se concentre, mais en plus, comme l'Angleterre est très proche du continent, de la France, il y a un très important flux entre les deux. Dans les deux sens, de toute façon. Et donc, là, ça concerne, et ça, surtout beaucoup de passerons. Donc, c'était vraiment pas le meilleur endroit pour implanter un site. Ah non, c'est le pire endroit, en France, c'est à peu près sûr, et même en Europe, c'est un des pires endroits pour installer des éoliennes. D'accord. Par rapport à ce projet, sur lequel on a compris que l'association n'était pas favorable. Ah non, ça... le moment où vous avez découvert un petit peu les études qui est préalable, je ne vais pas parler d'études d'impact parce qu'ils nous ont annoncé qu'il n'y en aurait que pendant la phase d'exploitation. Ouais, c'est une des... J'ai quand même fait assister à plusieurs débats publics, celui concernant la mise en place du terminal méthanier, celui concernant l'extension du port de Dunkerque. Et donc celui-là, c'est la première fois qu'on fait un débat public sans aucune étude d'impact. D'accord. Et qu'est-ce que tu en penses justement Bon, ça montre d'une part que les questions environnementales, je pense qu'ils n'avaient pas pris la mesure de l'importance que ça pouvait avoir, mais que de toute façon ils n'en ont strictement rien à faire. Il y a les deux. Et c'est vraiment scandaleux parce que c'est inadmissible qu'on puisse discuter de quelque chose dont on ne sait rien, dit bien Laurent. Et il y a aussi, je pense, le problème d'une zone Natura 2000. Il y a des espèces protégées qui traversent, je pense... de toute façon, il y a une grosse partie des espèces qui passent, qui sont protégées et surtout qui sont en déclin considérable. Donc oui, bien sûr. Et je rappelle, la zone Natura 2000 a essentiellement été choisie
par rapport à la migration. Donc c'est vraiment le sujet. Mais déjà, de toute façon, toutes les associations, le groupe ornithologique Nord, la LPO, etc., disent et répètent qu'il est absolument pas possible d'installer des éoliennes à proximité d'une zone protégée. Là, c'est en plein dedans. Hein, mais bon. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu as des exemples d'espèces qui pourraient être menacées avec l'installation de ce site industriel? Tu parlais d'espèces. Je pense que toutes les espèces peuvent être menacées, mais j'en avais retenu quelques-unes que j'avais mis dans la contribution qu'on avait faite. Bon, déjà, les bernaches cravantes dont on a parlé tout à l'heure, qui sont une espèce protégées. Ce sont des petites oies, mais celles-là, on n'a pas le droit de les chasser parce qu'elles ont été au bord de l'extinction. Ça va être tout petit peu mieux, mais ça reste. Il y a toute une partie de la population qui passe ici devant Dunkerque. Donc il fait à peu près 130 000 oiseaux. Ce sont des oiseaux qui passent aussi bien près de la côte, jamais à l'intérieur, mais aussi bien près de la côte qu'en plein milieu du détroit, qui passent de jour comme de nuit. Qui passe à peu près quand le vent est favorable. Souvent, c'est surtout des vents de nord-est, mais des fois, ça peut être d'autres vents aussi, nord-ouest, sud-est, c'est assez variable. Et suivant la force du vent, elles peuvent passer soit au ras de l'eau, soit à très grande altitude, à plus de 100 mètres. J'ai vu il n'y a pas longtemps des images sur Facebook de flamants roses qui étaient passées à cet endroit-là. Est-ce que tu as eu... Je les ai vus. Tu les as vus? Ouais, j'étais ce jour-là en visite guidée à Petit Fort Philippe, sur le bout de l'Acheté, pour justement une migration de passereaux, pour une initiation à la migration des passereaux. J'ai été prévenu par quelqu'un qu'ils avaient été vus en Belgique, à Westkapelle. Et donc, on pouvait espérer qu'une heure après, ils allaient passer. Et ils ont été revus ou grinés, etc. Ils ont fini par s'arrêter près de la baie de Somme. Alors, c'était un flamant rose et un flamand du Chili. Bon, maintenant, c'est très anecdotique dans la mesure où ce sont des espèces visiblement qui sont échappées de captivité. Hein. C'est pas. D'accord. Ah oui, flamant rose encore, à la limite, ils pourraient se perdre, mais le flamand du Chili, on voit pas trop comment quand même. D'accord. Donc c'est quand même pour dire aussi qu'il y a des espèces régulièrement qui passent, mais je me souviens aussi qu'on avait parlé à un moment d'une mouette rose, il me semble. Alors, il y avait la mouette de rose l'année dernière, oui. Ouais. Alors, c'est mouette rose ou mouette de rose, R-O-2-S, étant le nom de celui qui l'a découvert. Okay. C'est une mouette qui est légèrement rosée, c'est très joli, c'est tout petit. Et ça vit très très loin dans le haut Arctique, mais vraiment très très loin, presque au pôle Nord. Et normalement, ça descend jusqu'en Norvège, jamais ça descend pas plus bas. Quoi. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'on se soit retrouvé ici à un moment difficilement expliqué. Elle s'est retrouvée là au mois de décembre. Elle s'est arrêtée quelques jours sur le Fracouk et ensuite elle a passé le reste de l'hiver à Nieuport. Elle est restée aussi parce qu'on la nourrissait. D'accord. Et c'est un peu anecdotique, mais bon, bien sûr, ça montre que de toute façon, pratiquement, presque toutes les espèces européennes ont été vues au moins un jour ou l'autre passer en migration. Certaines sont très courantes, mais d'autres sont beaucoup moins, mais il y en a... Oui, c'est la preuve, ça reste de toute façon un passage important de nombreuses espèces d'oiseaux, de toute façon. Ah ben, pratiquement toutes les espèces d'oiseaux, disons, qui peuvent nicher plus au nord que nous, passent en plus ou moins grand nombre par ici, oui, ça... Alors je pense que maintenant les gens ont bien compris le problème de mettre des éoliennes sur un couloir migratoire le jour, mais est-ce qu'il y a des problèmes autres la nuit par exemple? Qu'est-ce qui pourrait perturber les oiseaux avec un site industriel éolien la nuit, outre le fait qu'il y ait des pales? Déjà la nuit, on ne les voit pas, ça c'est quand même une bonne raison.
Et Jean-Pierre nous parlait de phénomènes des lampes lumineuses aussi. Qui peuvent Alors, perturber. les éoliennes, on est obligé de les éclairer pour les avions, ça se comprend. La lumière, effectivement, on le sait depuis le 19e siècle, à voir les oiseaux qui percutaient les vitres des phares. Hein, donc, on sait que la lumière, et maintenant, dans les villes aussi, les grands immeubles, il y a des quantités d'oiseaux qui les percutent. Les oiseaux sont attirés par la lumière. Ça, c'est clair. Donc, ça rajoute, forcément. Surtout pas les éclairer, c'est pas du tout une bonne solution. Mais pas les éclairer, ils les voient pas. Et la nuit, forcément, avec les bruits ambiants, la mer, le vent, les vagues, etc., ils ont très peu de façon de savoir. D'autant plus qu'ils savent, entre guillemets, qu'en mer, il n'y a pas d'obstacle. Normalement, il n'y a pas d'obstacle. Donc, voilà. Donc ça peut aussi perturber leur trajet. Alors après, il y a la deuxième, il y a le fait, ça c'est l'impact qui peut se faire sur les éoliennes. Pour oublier que ces éoliennes en bout de pale tournent à 400 km/h, hein, et donc ne sont pas visibles, même de jour. Celle-là je ne sais pas, mais quand elle tourne vite, je suppose que le bout des pales, on doit pratiquement pas le voir à cette vitesse-là, ça doit pratiquement pas être visible. Alors il y a le fait que certains vont percuter, il y a aussi le fait que il y en a d'autres qui vont les éviter. Sauf que, vu le nombre de projets éoliens qui se développent en mer du Nord, ils devront slalomer entre les éoliennes, ce qui va faire des pertes d'énergie considérables et qui va, à terme, donc, ils n'arriveront peut-être pas jusqu'au bout de leur migration, ou ils arriveront très épuisés et n'auront plus la possibilité de se ressourcer suffisamment avant de revenir, etc. Donc, par rapport aux études qui ont été proposées, hein, qui sont des études préalables par les promoteurs, qu'est-ce que tu penses du sérieux de ces promoteurs par rapport à la doctrine ERC? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette doctrine? Oui, alors il y a deux éléments dans ta question. D'une part, les études qui ont été faites. Alors, les études qui ont été faites, ils ont, devant la pression de toutes les associations, ils se sont décidés à refaire une étude maintenant, sauf que c'est une étude qui se fait à terre, et qui donc finalement rajoute une année de plus aux 40 années qu'on a déjà, c'est-à-dire ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Par contre, leur petite sortie en bateau sur le site, on peut pas, on le voyait bien d'ailleurs avec les conclusions qu'ils avaient tirées, qu'ils avaient sorties pendant les débats publics, on n'a pas du tout, en sortant 4-5 fois, même si c'était une dizaine de fois, en bateau ou en avion, on ne peut pas avoir une idée correcte de la migration, surtout que ça se répartit sur toute l'année. Or, il y a des moments quand même qui sont plus importants que d'autres et qui n'ont pas été forcément plus choisis. D'autant plus que ces sorties en avion ou en bateau se font évidemment quand il fait relativement beau, puisque sinon c'est pas possible. J'ai essayé en février, au-dessus de force 5, on peut pas mettre les jumelles devant son nez, tellement on bouge, et on peut plus observer. Donc, mais par contre, les journées de grand vent sont souvent des journées de grand passage. Donc, il y a de toute façon des manques. Et puis surtout, sur ces études, pour le moment, on n'a strictement rien sur le site lui-même. On ne sait pas du tout ce qui passe sur le site. On sait qu'il doit passer beaucoup d'oiseaux puisqu'il en passe autour, il n'y a pas de raison, il en passe sur le côté, il en passe devant, il n'y a pas de raison qu'il n'en passe pas là, mais on ne sait pas du tout si c'est plus important, rien du tout. Donc on fait sans rien savoir, quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des dispositions qu'ils ont mis en place pour faire ces observations? J'ai cru entendre qu'ils avaient fait 2 ou 3 sorties et mis en place des radars. Est-ce que Alors, ils ont mis en place un radar, ce qui est toujours à la côte, qui a une portée de 7 km. Les premières éoliennes sont à 10 km. Donc, ça nous donnera un tout petit peu plus de précision. On saura qu'il y a des oiseaux qui passent la nuit et qui passent un peu plus loin en mer que ce qu'on peut voir, mais ça ne nous donne toujours rien sur le site. Et pour l'instant, ça fait déjà 1 an qu'à chaque fois qu'on a des réunions avec eux, on leur dit qu'il faut un radar sur le site. Et ils disent toujours que c'est pas possible, voilà. Ils veulent surtout pas, je pense, que le radar prouve qu'effectivement il y a beaucoup de passages. D'accord.
Et justement, par rapport, pour revenir un petit peu sur la doctrine ERC, Oui. je pense qu'il y a des textes européens qui régissent bien l'implantation de sites industriels. Alors, la doctrine, le mot doctrine, j'aime pas trop, mais bon, Oui. disons le principe ERC, c'est éviter, réduire et compenser. Donc, éviter, c'est ne pas le faire là où ça pose un problème. Ça peut être ce qu'ils ont en partie fait pour le terminal méthanier, par exemple. Ils l'ont un peu déplacé. Ça leur a coûté un peu plus cher, mais la plage qui était une zone de nidification de sternenen, un oiseau très, très rare chez nous, a été préservée, du coup. Les sternes ne sont pas revenus, mais par contre, c'est maintenant une zone très intéressante pour le repos de certains oiseaux migrateurs. Donc ça, c'est évité, parce que là, on pouvait. Pour les éoliennes, on ne peut pas, puisqu'on est coincé de tous côtés. Ils ne veulent pas le rapprocher de la côte, ça se comprend. À l'est, c'est la Belgique. Au nord, c'est le rail, et après le rail, c'est l'Angleterre. Et à l'ouest, il y a le port qui ne veut pas, donc ils ne peuvent plus le bouger. Donc éviter, la seule façon d'éviter, c'est de mettre ailleurs, carrément. Et par rapport à ça, justement, est-ce que tu as une idée d'où est-ce qu'il aurait pu être implanté sans que ça fasse autant de dégâts à cet endroit-là? Est-ce qu'il y a de meilleurs endroits dans la région des Hauts-de-France pour peut-être l'implanter? Bon, déjà, est-ce qu'il faut... Par exemple, ça aurait pu être moins impactant au Touquet? Ah ben, ça aurait certainement été moins impactant au Touquet, ça c'est clair. Mais, puisque, comme je vous ai dit, dès que on est passé le Cap Griné, les deux traits de côte s'éloignent à angle droit et les oiseaux se dispersent beaucoup plus. Donc en face du Touquet, du Denba, on serait pas obligé de les faire à 10 km, pour les faire comme toutes les autres à 30 km au large, et là c'est encore la France. D'un autre côté, le passage serait beaucoup plus dilué et ça serait beaucoup moins impactant. Et puis il y a beaucoup d'oiseaux justement qui ne longent pas la côte mais coupent pour arriver sur, par exemple, le Cap d'Antifer ou même le Cotentin, et donc ne rentrent pas, ne font pas toutes les indentations, et donc le Touquet serait un peu plus abrité. Bon, alors je ne dis pas qu'il n'y aurait pas d'autres problèmes, mais pour la migration, c'est sûr, ce serait mieux. D'accord, ce serait tout ce qui serait, si vous voulez parler des Hauts-de-France, tout ce qui serait au-delà du Griné, enfin au-delà de Boulogne, on va dire, ce serait certainement beaucoup moins impactant pour la migration. Donc ce serait un endroit qui serait avec des impacts moins importants pour les oiseaux. Ça aurait des impacts moins importants pour les oiseaux. Ça serait plus loin de la côte, donc ça aurait peut-être ça serait moins visible aussi, donc ça aurait beaucoup d'avantages. Mais voilà. Donc par rapport justement à cette doctrine. Alors ça, c'était éviter. Voilà. Donc après, il y a réduire. Oui. Alors réduire, c'est faire qu'il n'y ait pas il y ait moins d'impact quand on ne peut pas éviter, on aura une perte, mais on va essayer de la réduire au maximum. Bon, alors, ce sont des migrateurs, on ne voit pas très bien ce que l'on peut faire pour réduire l'impact. À part déplacer la zone au Touquet ou au-dessus. Ah oui, non, mais ça c'est éviter. Voilà, mais réduire, c'est là où on le met, on essaie. On a décidé, même au Touquet, on devrait réduire quand même, parce qu'il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas d'oiseaux, donc de toute façon, des éoliennes ou qu'elles soient, mais toute activité humaine, si on fait quelque chose, ça va impacter plus ou moins la biodiversité. C'est pas ça, c'est évident, c'est pas ça il y a des problèmes qui sont solubles, il y en a d'autres qui ne sont pas. Et pour les éoliennes, bon, on a parlé ils ont vaguement parlé, ils ont toujours, jusqu'à maintenant, les promoteurs ont toujours été très très évasifs sur les mesures de réduction possibles. Mais on a parlé évidemment de réduire, de ne pas faire tourner les éoliennes quand il y a un gros passage. Le problème, c'est que le passage, il y en a toute l'année, pratiquement. À part le mois de juin, il n'y a pas beaucoup de migration, mais il y a des sternes qui nichent qui pourraient être impactés aussi, donc il y aura quand même un problème. Mais sinon, il y a à peu près du passage à peu près toute l'année. Et par rapport à cette demande de réduire, j'ai entendu dire aussi qu'ils avaient proposé de peindre des pales en noir. Est-ce que tu as un avis sur cette possibilité-là de peindre les pales en noir, enfin une pale sur les trois en noir?
ou que les oiseaux voient qu'il finalement il y a un objet vers lequel ils ne devraient pas aller. Où il y a eu des études là-dessus, tu n'es pas au courant? Si aussi j'ai entendu parler, mais je ne sais pas, j'ai lu aucune étude où ça aurait été fait, j'ai pas trouvé d'études, bon, peut-être pas de chercher, hein, mais j'ai pas trouvé d'études qui disaient que c'était efficace, je sais pas trop. Bon, déjà, bon, peint en noir, c'est bien quand il fait beau, ça se voit, mieux que blanc. Quand il fait gris, c'est pas sûr que ça se voit mieux. Et de toute façon, la moitié du passage, encore une fois, c'est la nuit. Ouais, donc on parlait de la réduction possible. Bon, la réduction, on peut pas, enfin, on peut réduire un tout petit peu, mais ça sera jamais efficace. Ça n'empêchera pas qu'il y aura toujours une très forte mortalité et que les oiseaux seront obligés de faire de gros détours. Donc ça ne changera pas grand-chose. D'accord. Et enfin, il reste le dernier. Alors, il reste la compensation. Normalement, les promoteurs sont tenus par les lois européennes à ce qu'il n'y ait pas de perte nette de biodiversité. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est jouable? C'est pas possible. D'accord. C'est pas possible puisque de toute façon, on ne voit pas comment on pourrait compenser de la migration. Hein, des oiseaux, des vernaches qui viennent de Sibérie et qui vont en Vendée. Qu'est-ce que vous allez faire pour compenser le fait qu'il y en a quelques-unes enfin, il y en a quelques-unes, il y en a qui vont se faire tuer par les éoliennes. Comment vous allez compenser? Vous ne pouvez pas favoriser leur nidification, ou alors vous faites gentil avec Poutine, mais ça me paraît compliqué. Sur place, en France, la plupart des sites sont déjà protégés. Bon, l'oiseau lui-même est normalement protégé, on n'a pas le droit de le tirer, donc il y a rien de possible à faire. C'est vrai que ça reste compliqué de compenser un oiseau qui est mort, quoi. Que la mortalité fait qu'il y a plus de compensation possible. Oui, enfin, sur des sites, par exemple, bon, pour le terminal méthanier, forcément, où qu'il se fasse, il fallait qu'ils détruisent des plages sur lesquelles il y avait quand même des oiseaux qui nichent. Bon, ils ont essayé de faire des compensations, en essayant de créer des milieux ailleurs où les oiseaux pourraient nicher. Bon, créer une plage, ça reste encore relativement faisable. Ça a à moitié marché, par contre, il y a des mesures d'accompagnement qui ont été très bien, mais ça c'est encore un peu autre chose. Mais là, des oiseaux qui sont en migration, il n'y a quasiment aucun moyen de compenser. Est-ce que c'est pour ça peut-être qu'il y a eu des compensations financières qui ont été assez importantes par rapport au territoire? Tu as un avis là-dessus ou... Ah bah, les compensations financières, ça ne concerne pas pour l'instant la biodiversité. De toute façon, je ne vois pas en quoi de l'argent ça changerait quelque chose sur les oiseaux qui vont se tuer. Hein. Ça va. Alors ils essaient, oui. Bah, il y a des opposants qui peuvent effectivement se calmer avec des compensations financières. Mais pour nous, de toute façon, la compensation financière, ça n'a rien ça changera rien au problème. Tout à fait, exactement. Par rapport à ça, on a pu voir qu'il y avait d'autres arguments qui étaient développés par les habitants. Il y avait des arguments, je peux te poser la question pendant que tu es là, sur le paysage de la plage de Dunkerque. Est-ce que tu as un avis personnel sur le fait qu'on va mettre en place un site industriel sur un espace naturel aussi pour les habitants qui était la plage de Dunkerque? Déjà, il y a une chose, ce que je peux dire, ça c'est toujours au nom de l'association. Ouais. Sur le littoral du Nord, du département du Nord, sur les 30 km à peu près, il en reste 7 qui sont à peu près naturels. Tout le reste a été urbanisé ou industrialisé. Donc déjà, ça n'est pas grand-chose. La plaine maritime est presque entièrement consacrée à la grande culture et les espaces naturels, il n'y en a presque plus non plus. La seule chose qui nous restait, c'était la mer. Et là, on vient prendre la mer aussi. Donc ça, c'est un argument qui est recevable. C'est le dernier endroit où il pouvait encore y avoir de la biodiversité, on va le prendre. Mais par contre, pour ce qui est du paysage, là je rappelle que l'association se prononce que sur des questions de biodiversité. Donc en quelque sorte, le paysage, ça sort de ses compétences.
On ne va pas se prononcer là-dessus. Je pourrais pas donner mon avis personnel, mais c'est tout. Pas l'avis de l'association qui ne veut pas se prononcer sur des questions qui ne concernent pas directement la biodiversité. D'accord, donc pour l'association, c'est plus faire remarquer qu'il y a encore une perte d'espace naturel. Que c'est le dernier espace naturel qui nous reste et qu'on va encore en prendre la moitié, quoi. Voilà. Et il y avait aussi des remarques qui étaient faites par rapport à justement cette plage et puis les habitations qui sont face au site industriel. On parlait de perte de valeur immobilière, des maisons qui pourraient être devant ce site industriel. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus ou alors tu as eu des retours de personnes qui étaient inquiètes par rapport à ça ou pas du tout? Mais je pense effectivement, ça s'est déjà vu à terre, je pense que des logements qui se trouvent à proximité des éoliennes perdent de la valeur. Mais encore une fois, ça n'est pas un argument concernant la biodiversité, donc c'est pas un argument que l'association va pouvoir développer. N'empêche que c'est probablement vrai. Bon, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que toi, du coup, tu avais des choses sur lesquelles tu aimerais revenir, que tu n'as pas réussi à développer? Si, il y a quand même encore quelque chose qui serait important de préciser, c'est que les promoteurs, on a bien vu à la dernière réunion, celle qui a eu lieu il y a à peu près un mois, enfin non, pas la toute dernière, parce que la toute dernière, je ne pouvais pas y aller, celle à la sous-préfecture, je ne suis pas allé. Comment? C'était pas au mois de juillet, celle qui était en sous-préfecture? Ah non, c'était tout à fait, c'était beaucoup plus récent, ça devait être en septembre, puisque j'avais une autre réunion en même temps, je dis que, de toute façon, il y en avait eu une juste avant, à la sous-préfecture, il y avait une réunion en juillet, c'était sur les Natura 2000 justement. Je crois qu'on s'est vu là-bas. Ça c'est possible, je ne sais plus. Mais il y en avait une sur Natura 2000, ça c'est sûr, ça c'était en juillet. Là, non, ça devait être en septembre. Et par contre, la dernière réunion qui a eu lieu en septembre aussi, si je ne me trompe pas, peut-être une semaine ou deux avant, qui parle toujours. Alors, moi, c'est ce qui m'a surpris aussi, quand on voit leur présentation, les superbes panneaux qu'ils montrent, ils sont beaux, mais il n'y a rien dedans. Mais alors, absolument rien. Ils nous apprennent qu'il y a des mouettes, des pingouins, oui, non, on sait. Bon, mais ils ne disent ni combien, parce qu'ils n'en savent rien, mais ils ne disent rien du tout. Et sans arrêt, ils reviennent avec leur retour d'expérience. Sauf qu'à la réunion d'avril, on leur a demandé quelles étaient les fameuses expériences dont ils faisaient des retours. Ils n'ont pas été capables de nous donner les études sur lesquelles ils s'appuyaient pour avancer ça. Et ils avançaient, non, les bernaches, il n'y en a aucune qui meurt sur les éoliennes. Ouais, mais alors il faut bien voir une chose, c'est que il faut bien se considérer que c'est des migrateurs. Si on étudie des éoliennes qui sont à terre et avec des bernaches qui hivernent à côté, ça c'est sûr, moi j'avais fait par exemple l'étude sur les petites éoliennes qu'il y avait sur le site Total. Oui, je me souviens. Bon, on voit bien qu'effectivement, les oiseaux nicheurs ou hivernants s'habituent assez vite aux éoliennes et après ils s'en servent même, soit de perchoir, soit... Ça ne pose aucun problème. Donc, pour des oiseaux nicheurs ou hivernants qui restent là pendant plusieurs mois, ça ne pose aucun problème. Le problème ne se pose que pour les migrateurs. Qui ont peut-être moins l'habitude aussi de ces objets comme les éoliennes quand ils qui passaient là depuis, enfin pas les mêmes, mais les mêmes depuis plusieurs années et qu'il n'y avait rien quoi. Et puis, d'un coup il y a quelque chose. Ça c'est certain que ça va poser des problèmes. Oui, et donc que de toute façon. Déjà, ils ne sont pas capables de nous dire sur quelle étude ils se sont appuyés. C'est quand même suspect. Et je ne sais pas, mais moi, n'importe quelle étude scientifique, à la fin, il y a toujours la liste la bibliographie, c'est-à-dire la liste de tous les documents. Ça se retrouve à la fin de la contribution que Goéland a fait. Il y a une liste des bibliographies qu'on a consultées. Là, ils ne sont même pas capables de dire, ils sont pas capables, ils ne veulent pas
dire d'où ils sortent leurs chiffres qui prouveraient qu'il n'y a rien. J'en profite pour dire qu'on peut retrouver vos contributions ainsi que les autres associations sur le site du débat public Dunkerque Éolien en mer de Dunkerque Éolien en mer, qui a été fait par le débat public. Oui. Et on va pouvoir retrouver toutes vos contributions pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations. Oui, on peut le retrouver. Alors il faut bien regarder, Goëlan l'a mis dans les contributions, hein, c'est parce que ça fait 10 pages, mais rassurez-vous, c'est 10 pages avec des graphiques, des photos, etc. C'est pas 10 pages à lire quand même. Et on a mis aussi une contribution sous forme de cahier d'acteurs, beaucoup plus réduit, qui est plus facile d'accès, mais bon, où on est très contraint parce qu'on n'a vraiment que quelques lignes pour dire ce qu'on veut, quoi. C'est vrai que le format était très précis, très Très contraint, très précis, et bon. C'est pour ça d'ailleurs que la dame du débat public m'avait conseillé de faire une contribution. Sauf que la contribution est un peu plus difficile à trouver, parce que ça doit être c'est mis dans les commentaires en fait, et non pas dans les cahiers d'acteurs. Bon. Donc je revenais sur le fait que ils peuvent pas nous dire d'où ils sortent leurs chiffres, hein. Les pas de bernache, les 1% qu'on avait entendu une fois, là, je ne sais plus, d'oiseaux qui se faisaient tuer par les éoliennes, mais tout ça, on ne sait pas d'où ça sort, hein. Et puis, de toute façon, c'est pas possible qu'ils aient des retours d'expérience, puisque ce qu'ils proposent, ça n'a jamais été fait nulle part. Ils se réfèrent aux éoliennes belges, sauf que les éoliennes belges, déjà, elles sont beaucoup plus loin de la côte, donc elles impactent moins. Elles sont beaucoup plus loin du Griné, donc elles impactent moins. Elles sont plus petites, donc c'est différent. Et en plus, celles-là, je les ai consultées. Presque tout le temps, ils ne s'intéressent pas à la migration. Ils s'intéressent à la fréquentation de la zone. C'est plus facile. Ça, c'est compter combien il y a d'oiseaux qui se baladent dans les éoliennes. Avant, et une fois que les éoliennes sont mises. Mais ça ne m'intéresse pas, c'est pas ça le problème, si vous voulez. Bon, c'est sûr qu'il y a des oiseaux qui vont être plutôt attirés, il y en a d'autres qui vont au contraire être rebutés par les éoliennes. Bon, la mer est grande, ils arriveront quand même à se mettre ailleurs, c'est pas tellement le problème. Le problème, c'est vraiment la migration. Et là, on veut faire des éoliennes dans un couloir migratoire où on n'en a jamais mis, et d'une taille qu'on n'a jamais faite non plus. Avec des promoteurs qui ne proposent rien en étude préalable. Ah ben, qui n'ont rien, et puis qui pourront pratiquer. Enfin, on va le faire sans rien savoir, hein, ça c'est absolu. Donc rien que pour ça, c'est... D'accord. Bah écoute... oui, moi je pense pas que j'ai autre chose à dire, hein, enfin, non. Très bien. Bah écoute Bernard, merci à toi d'avoir répondu à nos questions. On va certainement se revoir dans les réunions de... Oui, certainement. De l'enquête publique maintenant, parce qu'on va passer sur une enquête publique... ils vont certainement encore faire des réunions avant, mais je ne sais pas... Il y aura peut-être encore une réunion pour expliquer, parce qu'il y a eu un rapport qui a été sorti par les personnes du débat public, enfin les organisateurs du débat public, qui stipulait qu'il y avait quand même un manque d'informations flagrant par rapport aux habitants, et qu'il était demandé de refaire une réunion publique. On verra si les promoteurs entendent leur... Et puis ils vont toujours nous inviter comme ils ont déjà fait. Ça, je pense qu'ils vont encore essayer de faire passer leur truc, hein, même si... C'est vrai que nous qui sommes allés plusieurs fois aux réunions, on entend à chaque fois la même chose, ça dure 3 heures. On n'a plus que 3 minutes à la fin pour poser quelques questions. Ah la dernière fois, c'était vraiment lamentable, quoi. Il a causé pendant 1 heure pour dire les choses qu'il avait déjà dites avant. Et après, donc du coup, on avait déjà dépassé l'heure pour discuter. Bon. D'accord. Bah écoute, merci à toi et puis une prochaine fois certainement dans la réunion là-bas. Merci. D'accord. À bientôt. Au revoir. Au revoir.